troisième et dernière partie de l'African Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Kader Diaby, représentant Europe de la société civile ivoirienne, et de nos éditorialistes Alfred Chongo et Samuel Gambok. Et tout de suite, dans l'actualité économique, les transferts d'argent de la diaspora sont en constante augmentation en Afrique, et notamment vers la région ouest africaine. En 2014, le flux des transferts a atteint ainsi 26 milliards de dollars vers la zone de la CEDEAO. Idolette Mirabel-Bissou. Le transfert d'argent connaît une forte croissance sur le continent depuis quelques années. En Afrique de l'Ouest, les migrants ont réalisé 26 milliards de dollars de transferts en 2014. À noter que depuis 2006, le volume annuel de ces flux financiers est supérieur à celui de l'aide publique au développement que reçoivent les pays de cette région ouest-africaine. C'est indéniable. C'est indéniable qu'aujourd'hui, la diaspora africaine, la diaspora d'Afrique de l'Ouest est devenue incontournable. Aujourd'hui, si du jour au lendemain, ces personnes arrêtent d'envoyer de l'argent, le soutien qu'ils apportent dans le domaine de la santé, comme je viens de vous dire, dans le domaine de l'éducation, ce soutien va disparaître et c'est l'État qui va devoir prendre en charge toutes ces populations-là. Les États gagnent aussi en termes de transfert d'argent parce que donc il y a tout un ensemble de taxes qui sont gérées de ce côté-là. L'Afrique perd chaque année 1,8 milliard de dollars dans les transferts de fonds opérés par la diaspora vers leurs proches à travers les frais imposés par les agences classiques venues d'ailleurs. Autre obstacle dans le rendement de ces flux financiers, le coût élevé des transferts depuis l'étranger et les envois informels. Le système informel, il n'existe parce que le système informel ne règle pas le problème. Lorsque vous devez faire un transfert d'argent dans un pays comme le Sénégal et que ça vous coûte par exemple 10% de la somme, c'est assez énorme. C'est quand même un manque à gagner pour les populations. En Afrique, une personne sur deux possède un téléphone. Avec un faible taux de bancarisation sur le continent, l'usage du téléphone mobile offre un avenir prometteur. L'Afrique du Nord et de l'Ouest capte plus de 3/4 des transferts d'argent vers le continent et selon les experts, l'envoi d'argent de la diaspora représente un peu plus de 3% du produit intérieur brut de l'Afrique. Kader Diaby, que vous inspire cette augmentation des transferts de la diaspora vers la région ouest africaine? Mais écoutez, c'est encore la preuve que les Africains ont compris que le développement du continent passera par eux-mêmes, en fait, en priorité. C'est-à-dire que c'est d'abord eux, il faut compter sur ses propres ressources, ses ressources intrinsèques. Quand vous arrivez à démontrer à la communauté internationale que vous-même, vous pouvez, si vous êtes mieux organisé, mieux structuré, vous prendre en charge, je pense qu'à partir de ce moment-là, les discussions changent en fait et les débats peuvent être réorientés de différentes façons. Parce que l'aide publique au développement, certes, il permet le développement de l'Afrique, mais il aussi, selon ce que certains économistes, certains spécialistes diront, il permet aussi d'aliéner d'une certaine façon aussi certains pays africains. Donc c'est une très bonne nouvelle. C'est une reconnaissance aujourd'hui de ce que peut apporter la diaspora dans le développement du pays. Mais je pense qu'on n'a pas atteint la capacité de ce que peuvent faire les Africains qui sont à l'extérieur. Il faut faciliter l'installation de banques africaines, en fait, dans des pays où résident le maximum, la plupart des migrants africains. Épargner dans une banque permet indirectement d'utiliser ces ressources-là pour pouvoir développer votre pays d'origine. Premier élément. Il faut faciliter le transfert. Il y a un monopole d'un certain nombre de sociétés de transfert d'argent. Il faut arriver à faire en sorte que le maximum de sociétés puissent se créer dans ce domaine-là. Il faut aussi innover dans le domaine, c'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de transfert d'argent par le téléphone. Il faut arriver à le faciliter. Aujourd'hui, dans les pays d'Afrique de l'Ouest, vous arrivez à faire du transfert d'argent directement par le téléphone. Donc, il faut arriver à le faire aussi de l'étranger vers aussi l'Afrique. Mais c'est une très bonne nouvelle. Merci. Économie toujours. Depuis la chute des prix du baril, la Guinée équatoriale a perdu 58% de ses recettes pétrolières prévues pour l'exercice 2015. Conséquence directe de cette tendance, certaines entreprises ont cessé leurs activités et le taux de chômage est en augmentation. Un reportage de notre correspondant Serge Kofi. C'est l'un des signes majeurs de la récession économique que connaît la Guinée équatoriale. Le chômage touche 10 000 Équato-Guinéens. Des milliers de jeunes qualifiés tels que Gabriel Mba ont perdu leur emploi du jour au lendemain. Logisticien dans une entreprise de construction, il a vu son pouvoir d'achat se réduire au fil des jours. C'est une situation qui s'est généralisée. Il y a eu une période de basse activité dans notre entreprise et elle s'est vue obligée de réduire le personnel.
J'ai été l'une des personnes affectées et aujourd'hui, la plupart des sociétés de construction connaissent le même sort. Depuis la baisse du prix du baril de pétrole, le pays a perdu 58% de ses recettes pétrolières prévues pour l'exercice 2015. Certaines entreprises ayant des contrats avec l'État équato-guinéen ferment ou bien ralentissent leurs chantiers. Face à cet accroissement de chômeurs, des politiques de lutte contre le chômage sont mises en place. La manière dont nous pouvons résoudre ce problème pour le moment est la réorientation professionnelle. Nous avons des dispositions légales qui nous permettent d'orienter les chômeurs. Une sorte de recyclage. Par exemple, prendre un maçon qui était dans un projet de construction, le former afin qu'il ait une place dans les projets agricoles ou énergétiques, qui sont des projets industriels stables. Aucune certitude sur l'ampleur du phénomène car il n'existe aucune statistique officielle sur la question. Les économistes prévoient un impact sur la consommation et donc sur l'économie du pays. Si les prix ont baissé de cette façon et que les entreprises ne voient aucune perspective pour que les prix remontent, on peut remarquer une fébrilité dans les échanges. C'est la raison pour laquelle les gens n'investissent pas dans le secteur des BTP. Le gouvernement doit rassurer en disant « Nous ne sommes pas en situation de paralysie. Nous avons juste revu nos priorités et reporté les paiements. Les paiements qui devraient avoir lieu en septembre, par exemple, vont avoir lieu en novembre. » Tel devrait être le discours du gouvernement pour éviter la panique parce que nous sommes dans une situation de panique. Le nombre d'emplois créés ou sauvés, la pérennité de ces emplois, les coûts pour les finances publiques, l'impact sur la compétitivité et le commerce extérieur, autant de données encore inconnues que le gouvernement équato-guinéen entend mettre en place afin de cibler des politiques plus efficaces pour baisser le taux de chômage dans le pays en 2015. Alfred, cette hausse du chômage, ce ralentissement des activités économiques, est-ce que cela démontre que l'économie équato-guinéenne est encore trop dépendante du pétrole ? En effet, Fanny, on le voit quand il y a une crise imprévue et imprévisible, comme la crise du pétrole actuellement, et je pense que la Guinée équatoriale n'est pas seule dans ce cas-là. Tous les pays producteurs du pétrole d'Afrique ont été dans le même cas, n'avaient pas prévu ce risque-là, ont été obligés de revoir à la baisse toutes leurs prévisions budgétaires. D'ailleurs, toutes les prévisions ont été revues à la baisse de moitié pour la plupart des pays. Et c'est considérable. Quand on imagine qu'un baril du pétrole, dans toutes les prévisions, était à $120, qu'on est aujourd'hui à $50, voire moins de $50, ça signifie une perte immense. Et je pense que si les gouvernements africains, et là en particulier équato-guinéens, avaient anticipé la chose, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. C'est-à-dire que il faut toujours, quand on fait un budget, avoir deux budgets au fond. Un budget optimiste et puis pessimiste pour se dire que se passerait-il si nous sommes dans telle situation. Évidemment, puiser dans les réserves, c'est bien, ça dure un moment, mais si la crise persiste, évidemment, là, on entre vraiment dans la crise profonde. Deux, quand c'est comme ça, la variable d'ajustement, c'est quoi? C'est le chômage, justement. On envoie des milliers de personnes. Ça veut dire aussi qu'il faut diversifier l'économie. Il ne faut pas rester sur les hydrocarbures, pétrole et gaz. L'agriculture, c'est aussi un autre moteur de l'économie, mais on n'investit pas assez dans cela qui est pérenne. Samuel, rapidement, est-ce que vous pensez également qu'il y a eu un manque d'anticipation? Et qu'est-ce que vous pensez de la proposition de reconversion professionnelle que le gouvernement propose à ces personnes qui ont perdu leur travail? C'est une belle initiative. Simplement, la Guinée équatoriale n'avait pas non plus beaucoup de choix. Elle n'avait pas la possibilité à la fois de bénéficier des retombées de la manne pétrolière et de diversifier au même moment son économie. Pour la diversification d'une économie, on a besoin d'un peu de temps. On a besoin de réorganiser le dispositif. On a besoin d'abord d'avoir les infrastructures, ce que la Guinée équatoriale a fait. Ils ont fait des choix économiques, à mon sens, qui étaient pertinents, qui étaient beaucoup plus efficaces. Malheureusement, en cours de chemin, il y a cette chute des prix du baril du pétrole qui fait qu'aujourd'hui, la capacité de renforcement
de pouvoir au niveau des collectivités locales est complètement réduit. Et pourtant, c'est grâce à cette capacité des collectivités territoriales décentralisées locales que devait venir la diversification de l'économie en renforçant le pôle de l'agriculture. Sans cette diversification, la Guinée équatoriale est coincée entre les choix qu'ils ont pu faire, malheureusement, qui n'ont pas pu porter leurs fruits à terme. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour. 950 millions d'euros, c'est le coût des 2 navires de guerre Mistral que l'Égypte va acheter à la France. L'accord a été finalisé ce mercredi. Les 2 bâtiments de projection et de commandement seront livrés début mars. Ils devraient servir à la protection du canal de Suez. Alfred, c'est un nouveau contrat d'armement qui illustre le rapprochement entre le Caire et Paris. Non seulement ce rapprochement, mais le souci aussi de l'Égypte de diversifier les partenaires, et en particulier vis-à-vis des États-Unis et de la Russie. Bien sûr, l'acquisition de ces 2 navires est liée aussi à l'accord de la Russie, et que donc c'est une bonne chose. Mais je pense surtout que c'est le retour vraiment de l'Égypte dans le jeu à la fois géopolitique, géostratégique de la région, mais dans le système économique international. Samuel, est-ce que c'est aussi la dégradation de la situation sécuritaire dans la région qui a poussé l'Égypte à cet achat? Clairement, je pense que les choix qui ont été opérés correspondent à la menace à laquelle l'Égypte est soumise. Je pense que l'Égypte a des concurrents dans la région qui sont féroces. Je fais allusion à l'Iran, je fais allusion à l'Arabie Saoudite et l'Égypte qui a été depuis plus de 10 ans un des acteurs majeurs de la stabilisation du Proche-Orient veut reprendre toute sa place dans la médiation au Proche-Orient. Alors Alfred, rapidement, quand on connaît la situation économique, le budget de l'Égypte, est-ce que c'était raisonnable ces 2 gros achats à ce moment-là? Oui, c'est tout à fait raisonnable au regard du calcul coût de terrorisme et évitement de ce terrorisme. Et puis on a vu l'extension du canal de Suez qui va fluidifier les flux commerciaux internationaux et au regard des prévisions des retombées économiques faites par l'Égypte, je pense que c'est un bon choix, ça sera bénéfique à plus long terme. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacré à la Côte d'Ivoire. Kader Diaby, merci d'avoir été là. Merci Fanny. Alfred, merci également. Merci Fanny, ça a été un bonheur de vous retrouver sur ce plateau. Puis merci à mes très chères téléspectatrices de leur accueil. Et Samuel, merci. Merci Fanny, bonsoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.